Teasing, je dis que c'est le best-of. Je mets une grosse pression à tous mes interlocuteurs pour cette dernière table ronde qui est sur la partie achat durable. Donc toute la journée, effectivement, on a abordé à travers les différentes tables rondes et toutes les thématiques cette notion quand même d'achat responsable, durable. Là, on va effectivement clôturer pour revenir vraiment sur la partie achat public avec donc une grosse partie qui va être consacrée sur l'achat durable, responsable et solidaire, hein, puisqu'il y aura une composante sociale importante aussi dans cette partie. Donc pour cette table ronde, j'arrête le teasing, le suspense est intense. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Claire Dubois-Lindon d'Amazon Business, Xavier Lallemand de l'AIPM, Stéphane Beauvais de l'UGAP et Louise Vidal de Maximilien. Donc avant d'entamer les questions, je vais vous demander à chacun de vous présenter rapidement et puis surtout effectivement de situer votre activité rapidement. Louise, vous êtes juste là, donc commencez par Louise. Alors, Claire. Claire, pardon. Louise est à l'autre bout, je suis fatiguée depuis 6 heures ce matin. Bonjour à tous. Donc je m'appelle Claire Dubois-Lindon et je suis responsable développement et partenariat chez Amazon Business. Amazon Business, depuis 2018, c'est, pour schématiser, le plus grand magasin en ligne de France. Nous avons combiné ce que vous pouvez connaître en tant que particulier sur Amazon, des prix compétitifs, une large sélection et aussi cette commodité d'achat avec l'ensemble des fonctionnalités qui servent aujourd'hui les professionnels. Pour vous indiquer, donc nos entreprises avec lesquelles nous travaillons sont des TPE, des PME, des entreprises du CAC 40 et à partir de 2020, des entreprises du secteur public, puisque nous avons intégré Chorus Pro pour le dépôt de nos factures et le paiement par mandat administratif. Aujourd'hui, pour donner quelques chiffres, nos clients publics sont environ 4200 écoles et universités, plus de 300 hôpitaux et à peu près 2500 mairies réparties sur le territoire français. Donc très rapidement aussi, notre solution pour simplifier l'achat professionnel, c'est la création d'un compte gratuit. C'est 350 millions de produits sur des catégories professionnelles comme du matériel informatique, des fournitures de bureau, tout ce qui est santé, hygiène, etc. Et puis la capacité de créer des circuits d'approbation pour aussi répliquer vos circuits de validation interne de la dépense. Merci. Xavier, donc une présentation des missions de l'AIPM. Bonjour, vous m'entendez? Oui, oui. Ouais. Donc Xavier Lallemand, je suis directeur de l'AIPM. L'AIPM, ça veut dire Association d'insertion du Pays Mélois. Alors, je ne sais pas si vous savez où est le Pays Mélois. C'est à côté de Niort. Je ne sais pas si vous savez où est Niort. C'est pas très loin de La Rochelle. Là, normalement, vous devriez commencer à mieux situer. Donc, c'est une association intermédiaire, une structure de l'insertion par l'activité économique. Et on est une structure conventionnée par l'État pour accompagner des demandeurs d'emploi qui respectent certains critères et qui nous sont envoyés soit par Pôle emploi, soit par les missions locales ou par d'autres prescripteurs. Et on a une mission d'accompagnement vers le retour, sur le retour vers l'emploi à travers le travail. Tout à l'heure, on parlait d'Envie. Envie est une structure de l'insertion par l'activité économique également. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met à disposition des collaborateurs, un peu comme une agence d'intérim, mais avec des collaborateurs dans l'insertion. Ça, c'est une partie de l'activité. Et l'autre, ce sont des chantiers d'insertion sur des activités de maçonnerie et d'espaces verts. C'est à peu près une centaine de personnes à qui on confie des missions ou qu'on met en prestation de service. Donc voilà. Et j'en reviendrai tout à l'heure sur en quoi ça vous concerne en tant qu'acheteur public. Merci Xavier. Stéphane? Bonjour à tous. Je suis chef du département politique publique de l'UGAP. Alors, rapidement, donc l'UGAP, c'est une centrale d'achat public, donc une entreprise publique qui achète par appel d'offres au secteur privé. Donc par appel d'offres public, on respecte le code de la commande publique. Et ce qu'on a sélectionné, on le revend au secteur public sans appel d'offres. C'est-à-dire qu'on dédouane nos clients finalement d'avoir à lancer eux-mêmes leurs appels d'offres. Donc on est une forme de facilitateur de la commande publique. On est, bien sûr, c'est totalement légal. Et comme on est une entreprise, en fait, on va prendre une marge, tout simplement, pour être en autofinancement. Le but n'est pas d'avoir un bénéfice, mais simplement de pouvoir assurer le fonctionnement des 1700 salariés qui travaillent pour l'établissement.
Donc on est situé sur à peu près 5 grands univers produits. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Dans ce qu'on fait, on fait de l'informatique, du véhicule, beaucoup de secteur médical, du mobilier avec l'équipement en général, et puis des services. Et donc c'est dans ce cadre-là, en tant qu'acheteur public, qu'on vient témoigner aujourd'hui. Merci. Et enfin, Louise. Vous m'entendez ? Bonjour à toutes et tous, donc Louise Vidal, moi je suis chef de projet au GIP Maximilien sur les achats responsables, donc je pilote le pôle achats responsables. Le GIP Maximilien, donc groupement d'intérêt public, nous on est sur l'administration électronique donc en Ile-de-France, donc pour les acteurs publics, et notre principale offre de service c'est une plateforme donc de dématérialisation des marchés autour de laquelle s'articulent plusieurs autres services. Et on porte également, en parallèle de cette activité, le réseau francilien des achats publics durables, avec donc plusieurs missions autour de l'accompagnement des acheteurs, donc à la fois sur le volet social et sur le volet environnemental de l'achat durable. Voilà. Merci pour ce tour de table de présentation. Alors Louise, ne lâchez pas le micro, c'est vous qui commencez. Toute la journée, depuis ce matin, on parle d'achat durable, etc. On a cité plusieurs fois la loi, enfin le plan national des achats durables, le PNAD de 2022-2025, un certain nombre de choses. Et justement par rapport à ça, Louise, est-ce que vous pourriez nous faire un rappel sur les nouveaux objectifs du plan du PNAD, plan national des achats durables 2022-2025, puisqu'il a été mis à jour. Donc en fait, où est-ce qu'on en est? Quels sont les nouveaux objectifs sur cette partie-là? Oui, bien sûr. Donc, effectivement, on a un nouveau plan pour les achats publics durables, donc qui est très ambitieux, puisque les objectifs, donc c'est pour 2025 d'être à 100% de contrats ayant une considération environnementale et à 30% de contrats publics ayant une dimension sociale. Donc voilà, donc c'est très ambitieux, sachant que sur le précédent plan, les objectifs étaient moindres et qu'on était, enfin voilà, on a collectivement pas atteint les objectifs qui étaient fixés et qui étaient moins importants. Donc là, l'enjeu est effectivement conséquent et demande voilà, un accompagnement important. Merci Louise pour ce rappel. Donc 100% environnemental et 30% social, c'est vrai que c'est assez ambitieux. Justement, Stéphane, vous êtes une entité publique, du coup, enfin pas vous Stéphane, mais l'UGAP, et du coup est soumis de la même manière à cette obligation. Comment ça se passe en fait, et notamment pour le 100% environnemental, qui est quand même là, c'est pas le choix, c'est 100% environnemental à terme. Du coup, comment ça se passe? Comment vous vous organisez? Est-ce que c'est facile finalement d'atteindre ces objectifs pour les marchés? Alors, la réponse est non. Pour être clair, que ce soit sur les deux objectifs. Et puis d'ailleurs, il y aura sans doute des moments où la réalité rattrapera la volonté, et il y aura peut-être des secteurs, en tout cas vu l'état ou la capacité des acteurs économiques à proposer des choses, où on n'y arrivera pas tout de suite en tout cas. Donc ça c'est le premier point, donc ce n'est pas facile et ça dépend de la réalité du terrain. Et la réalité du terrain finalement elle est de deux ordres, il y a, et notamment pour l'UGAP, il y a ce que vont proposer les entreprises, et il y a ce que les clients aussi sont prêts à acheter. Il faut quand même rappeler qu'on est dans une phase aujourd'hui où l'argent va devenir plus difficile pour pas mal d'acteurs publics. Les budgets peuvent être en restriction. Il peut y avoir des coûts supplémentaires, en tout cas des prix plus élevés. Et puis quand on veut en tout cas obtenir des prix sur des produits vertueux, il y a peut-être aussi une contrepartie. Et puis il n'est jamais question de demander à des entreprises de faire des efforts sans que ça soit également rémunéré. Alors après, comment ça se passe concrètement? Ça va être une réponse un peu générale. La base pour nous, c'est le sourcing, c'est-à-dire c'est cette phase qui est encadrée par la loi, où on rencontre les entreprises, on va pouvoir évaluer le niveau de maturité ou de capacité des entreprises qu'on va rencontrer. Alors on ne rencontre pas toutes les entreprises, on n'en aurait pas le temps, mais ça va nous permettre sur le résultat global de savoir si finalement elles ont tout un niveau minimum suffisant, ce qui veut dire qu'on va pouvoir mettre une clause, parce qu'on va imposer. On sait que la majorité vont être capables de répondre. Alors ça peut être sur, par exemple, la clause d'insertion, où maintenant c'est quand même un outil extrêmement robuste. Si on n'est pas sûr de son coût, on peut mettre une clause de progrès, c'est-à-dire que, mettons le carbone, si on a une méthode qui serait facile pour tout le monde, on pourrait dire on va prendre le gagnant comme il est et on va lui demander de s'améliorer sur la base d'une méthode qu'on va mettre en place tout au long du marché. Et puis si on a vraiment un niveau très très disparate, en fait, on va
poser des questions et on va apprécier ça dans ce qu'on appelle un critère RSE. C'est un peu trivial, mais c'est le nom qu'on emploie. Et donc, ça va peser au même titre que le prix, la valeur technique ou d'autres critères dans l'appréciation globale. Donc ça, c'est quand on est un peu moins sûr de ce qu'on a en face de soi. En tout cas, le niveau est plus disparate et c'est aussi un petit peu moins efficace, puisque grosso modo, celui qui va gagner n'est pas forcément celui qui sera le plus vertueux sur la partie environnementale et sociale. Mais en tout cas, on peut l'appliquer pour plein de cas. Donc, dans le social, très facilement sur la clause sociale d'insertion, mais même l'égalité homme-femme, économie circulaire, les parts de matières recyclées, les produits reconditionnés, le carbone, qui reste un petit sujet, puisque la méthode en tout cas, la martingale n'a pas été encore trouvée, mais c'est comme ça qu'on l'applique. Et on est en fait après toujours très réaliste et pragmatique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va signer avec quelqu'un, il va falloir vérifier quand même que c'est vrai. Au moins par respect pour celui qui aura fini deuxième à l'appel d'offres, celui qui aura perdu. Il faut quand même qu'on s'assure que celui qui aura gagné, il va faire ce pourquoi l'autre a perdu. Et donc il va falloir dès le départ prévoir comment suivre tout ça et donc penser avec quelle méthode, avec quel temps et quelles ressources, et puis aussi quelles compétences. Et le mix des trois peut être totalement externe ou totalement interne ou un mélange des deux, quoi. J'espère avoir répondu à la question sans être trop long. Oui, si, c'est bien. C'est très complet. Et du coup, Xavier, sur la partie, on a vu tout à l'heure, Louise a rappelé les objectifs du PNAD, et sur la partie sociale, on est à 30%. 30% dans les objectifs 2025. Alors, Louise disait que les objectifs du précédent PNAD n'avaient pas été atteints, sans citer le taux de réussite, donc je vais le faire, je balance. Donc du coup, les chiffres sont officiels, ils sont communiqués. Sur le précédent PNAD, l'objectif était de 25% pour la partie sociale, de critères sociaux, d'intégration d'une composante sociale dans les marchés publics. En 2019, donc au taquet, bien quoi, dans les derniers chiffres, on était à 12,5 pour un objectif de 25. Donc là, on est passé carrément à 30% d'objectifs. Donc Xavier, du coup là, je me retourne vers vous en tant que directeur d'association, d'emploi. Vous rectifierez carrément comme il faut. Alors justement, pour aider, parce que Stéphane vient de le dire, c'est pas si facile que ça pour les acheteurs publics de monter leur marché correctement avec les bons items. Comment les structures telles que la vôtre, les structures de l'insertion, les SIAE, donc structures de l'insertion par l'activité économique, j'ai pris des notes, justement, elles peuvent aider les acheteurs publics à atteindre ces objectifs. Alors, déjà, nous, la IPM, on ne va pas pouvoir, à nous tout seuls, assurer 30% du besoin global de la commande publique. Donc, ce n'est pas la peine de venir me demander tout de suite. En fait, le sujet, il est double. Il est d'un côté, il faut une volonté d'achat d'aller dans l'ensemble des marchés, de réfléchir à la capacité à le faire. Et il faut en face trouver des salariés éloignés de l'emploi qui répondent à certains critères et qui peuvent répondre, parce qu'à la fin, il faut quand même que les travaux, les fournitures, les services soient faits correctement avec des gens capables de le faire dans des conditions professionnelles. Une structure de l'insertion par l'activité économique reste une structure professionnelle qui réalise un service ou des travaux de manière identique à celle que ferait une structure normale. Donc ça veut dire qu'il faut réconcilier ces deux sujets. La deuxième, c'est qu'il y a trois manières en fait de s'appuyer sur une structure d'insertion et de promouvoir l'insertion. La première, en tant qu'acteur public, c'est d'avoir soi-même, de prendre à disposition. On fait, nous, deux activités, la mise à disposition de personnel, comme je vous l'ai dit, et une structure publique le fait. Donc, on intervient dans des écoles pour faire de la garderie au moment des cantines, pour aider. On fait de l'entretien de locaux, on fait de l'entretien d'espaces verts, on fait de l'administratif. Donc, les collectivités, les acheteurs publics, les entités publiques peuvent elles-mêmes... ce qu'elles demandent à leurs fournisseurs, qui est plus facile de dire mettez de l'insertion dans vos prestations, elles peuvent aussi commencer par en prendre un peu. Enfin, ça, c'est un petit message qui n'a rien à voir avec les achats, mais enfin, je profite pour le dire. Le deuxième sujet, c'est les marchés réservés. Donc là, on a effectivement... Alors là, il faut s'adresser à des structures qui peuvent faire de la prestation. C'est notre cas, par exemple, sur l'entretien d'espaces verts, sur de la maçonnerie, où on va réserver un marché à des structures de l'insertion. Alors, ça peut être par l'activité économique, ça peut être par le handicap. Mais là, il faut formuler un marché réservé. Et donc, ça
compte aussi dans des marchés à clause sociale, puisque de par la nature du marché et par l'objet du marché lui-même, on est en plein dans la clause sociale. Donc ça, c'est la deuxième façon. Et puis la troisième, effectivement, c'est de demander aux fournisseurs dans un marché de réserver une part des heures qui vont être réalisées, en tout cas de quantifier un nombre d'heures, et qui concourent à la réalisation du marché. Et là, il faut respecter les critères de l'insertion. Une fois, je discutais avec un client, mais une entreprise qui me dit mais non, mais moi je fais de l'insertion, j'embauche des gens qui étaient au chômage avant que je les embauche. Bon, c'était il y a 2 ans. Voilà. Donc il y a quand même un besoin pour l'acheteur de dire il y a des critères. Un parcours d'insertion, c'est 2 ans. Les personnes répondent à des critères d'âge, de qualification, de localisation géographique, etc. Et nous, ce qu'on peut faire avec un facilitateur, c'est faciliter le travail de l'acheteur, qui est de garantir le nombre d'heures, que les gens qui vont être en insertion sont bien éligibles au ce qu'on appelle le PASS IAE, qui est géré par l'État, trouver les bons profils. Quand les gens ne viennent pas, trouver l'autre profil, parce que les gens, ils sont comme tout le monde. Aujourd'hui, dans certaines activités, vous pouvez jamais être sûr que les gens sont là le matin. Si quelqu'un ne vient pas, le nombre d'heures, il court toujours. Il faut aussi trouver quelqu'un. Il faut aussi accompagner ces personnes qui ont besoin encore plus d'accompagnement, je pense, que des salariés classiques, même si les salariés classiques en ont aussi besoin. Et donc, les accompagner, parce que l'objectif à la fin, c'est que ces personnes-là retournent vers l'emploi durable, sortent de l'insertion, de parcours d'insertion avec un emploi, soit dans les entreprises qui les ont embauchées, soit ailleurs, parce qu'elles ont repris le rythme, etc. Donc voilà, c'est vraiment s'appuyer sur une structure dont c'est le rôle et c'est la mission, et donc qui est conventionnée effectivement pour ça. Voilà. Merci Xavier. C'est l'automatisme. On n'a plus de truc et en fait les slides se tournent tout seuls, mais bon, c'est pas grave, on continue. Nous, hors tour écran, on voit effectivement que dans cette partie, que ce soit la partie sociale ou dans la partie environnementale, finalement, c'est un cercle où on a besoin d'abord d'acheteurs qui effectivement vont aller chercher un certain nombre de choses, se renseigner, faire du sourcing, mais en face il faut que les fournisseurs aussi aient une offre qui réponde et qui facilite la lecture et la compréhension de l'acheteur. Donc ça c'est très important, cette notion effectivement d'avoir un fournisseur aussi en capacité d'aider le travail du fournisseur. Donc là je me retourne vers Claire. Justement, on dit l'objectif environnemental du PNAD à terme, à 2025, c'est 100% environnemental quand même, composante environnementale. Donc du coup, comment un fournisseur peut aider son acheteur à finalement trouver une offre ou aller sur ce critère assez facilement? Oui, tout à fait. On l'a bien compris, les acheteurs publics ont un rôle structurant pour impulser ce changement RSE au sein de leur structure. Pour comprendre un petit peu l'ampleur de ce défi et de cette ambition, nous avons mené chez Amazon Business une étude en décembre 2022 auprès de plus de 1000 décideurs achats à travers l'Europe et 138 situés en France, pour comprendre quelles étaient leurs priorités sur cette année 2023. Et les résultats sont sans appel. Pour 62% d'entre eux en France, secteur privé et public, 62% d'entre eux disent que la durabilité est leur critère numéro 1 pour 2023 et comment l'intégrer dans leur pratique achat. Concrètement, cette stratégie, elle s'articule autour de 2 éléments. Déjà, trouver les produits, savoir les sourcer, et puis ensuite, fluidifier l'acte d'achat pour permettre en fait d'intégrer cet achat RSE de façon quotidienne dans les pratiques des acheteurs. Et là, les fournisseurs ont bien sûr un rôle à jouer en complément de tout ce qui a été mentionné juste avant. Chez Amazon Business, pour prendre cet exemple, nous avons lancé ce travail de sélection, de sourcing depuis 2019, notamment au sein de notre programme Climate Pledge Friendly, par lequel toute l'entreprise s'est engagée à être neutre en émissions de carbone d'ici 2040, soit 10 ans avant les accords de Paris. Et ce travail sur le sourcing de nouveaux produits responsables est donc quotidien. Aujourd'hui, nous avons 250 000 produits sur notre place de marché
qui ont au moins une ou plusieurs certifications reconnues internationalement, à la fois européennes et mondiales. Pour en citer quelques-unes, par exemple, nous avons la certification Fairtrade, qui notamment essaie de limiter les produits nocifs dans les achats que vous pourrez opérer. Nous avons la certification Ecotex également, qui est vraiment liée au lieu de travail plus sûr, ou encore la certification FSC sur la gestion responsable des forêts. Et ce travail de sourcing, il est à la fois sur des outils et des produits qui sont technologiques, mais également sur toute une gamme de produits du quotidien, ceux qui sont en fait le quotidien de nos professionnels et sur lesquels il est absolument essentiel de pouvoir trouver des alternatives à des produits qui sont plus polluants. On pense par exemple au café ou aux produits d'hygiène, de santé et de sécurité. Ce deuxième volet ensuite, celui de pouvoir faciliter l'acte d'achat, alors il peut être fait très pratiquement sur notre site avec un nouvel outil que nous avons lancé qui s'appelle une politique d'achat préférée. Et en fait, en activant la politique achat durable, en effectuant une recherche, tous les acheteurs qui effectuent donc leur recherche sur Amazon Business vont avoir en premier tous ces produits certifiés qui apparaissent dans les résultats de recherche. Ça permet d'avoir une vraie lisibilité, de facilement trouver des alternatives à ces produits qui ne sont pas durables, comme on le mentionnait. Et puis aussi, nous avons greffé un système de génération de rapports qui permet en fait d'avoir sur une période que vous choisissez le détail de l'ensemble des achats qui sont faits sur le site et ensuite en filtrant de voir le pourcentage de ceux qui sont à caractère durable. Donc c'est vrai que là c'est intéressant parce que du coup on a l'UGAP qui réalise pour le coup en tant que centrale d'achat des achats marchés, qui pose des appels d'offres, et là on est plutôt sur Amazon Business, sur l'achat dit hors marché, puisque on est sur une plateforme marchande. Donc on voit bien effectivement que ce soit au niveau de l'UGAP ou d'Amazon, que entre guillemets les fournisseurs, parce que je dis c'est pour ça que je dis entre guillemets, puisque l'UGAP est un petit peu particulier, a toujours une double casquette, mais c'est cette difficulté, cette recherche qui est importante de pouvoir fournir des outils. Et là, il y a deux mots qui sont très importants, qui ont été cités par Stéphane et par Claire. C'est le sourcing, c'est aussi une clé très importante en amont pour aller retrouver les bonnes offres, connaître les modèles économiques et avoir une offre qui permet de répondre à certains critères. Louise, on vient d'évoquer une partie un peu environnementale, une partie sociale, la difficulté qu'ont finalement les acheteurs dans la nécessité de mettre en place des marchés, de répondre à tout ça et de prendre en compte, comme l'a dit Stéphane, les critères environnementaux ou même, on en reparlera tout à l'heure, sociaux dans l'émission des marchés. Il faut être en capacité de les suivre. Il faut faire du sourcing en amont. Claire en a parlé aussi. L'affichage, Xavier a parlé de la partie sociale. Bon, tout ça c'est bien joli, mais je reviens sur les chiffres parce que là je continue à balancer complètement. Je viens de dire sur la partie sociale que l'atteinte était attendez, je reprends mes chiffres, que je ne dise pas de bêtises. Au précédent PNAD, on était à 12,5 et sur la partie environnementale, on était à 15,8%. Donc on passe d'un objectif, finalement peu importe l'objectif, en 2019, 15,8% des achats publics avaient au moins une composante environnementale. 2025, c'est-à-dire demain, 100%. Alors, je ne veux pas me faire l'avocat du diable, mais ça fait quand même des années que la commande publique a intégré des composantes environnementales dans ses différentes réglementations. Pourquoi d'un coup de baguette magique, on va y arriver là en 2025? Qu'est-ce qui change finalement dans les dispositifs qui vont faciliter la montée en progression rapide de toutes les structures publiques?
Non, effectivement, je vous rejoins, c'est voilà, des objectifs qui sont très ambitieux et assez impressionnants. Je pense qu'il y a déjà un contexte qui est différent. Le fait que voilà, l'urgence climatique et sociale, on la voit tous les jours, toutes et tous, et les acheteurs, c'est aussi des personnes voilà, qui voient ce qui se passe. Donc il y a ça, il y a un contexte réglementaire aussi qui fait que dès qu'il y a une loi sectorielle, il y a un volet commande publique et qui vient du coup impacter le code et rajouter de manière sectorielle des obligations pour les acheteurs. Donc l'un dans l'autre, voilà, la loi amène au respect de ces objectifs marché par marché, segment d'achat par segment d'achat. Et en plus, nous, ce qu'on voit en tant que réseau, c'est que pour le coup, là, l'État a mis des moyens derrière ce plan. Des moyens donc pour doter les acteurs justement de dispositifs pour accompagner les acheteurs. Donc sur le volet social, il y a eu un appel à projet national important, justement, on en parlait, pour augmenter le nombre des facilitateurs, donc qui sont vraiment pour nous la clé de voûte de l'achat socialement responsable, puisque effectivement ils permettent donc de conseiller les acheteurs, d'accompagner les titulaires et d'orienter les publics. Donc c'est vraiment eux qui font le lien. Et voilà, il y a encore sur le territoire national ce qu'on appelle des zones blanches. Donc c'est des zones qui sont non couvertes et qui font que c'est un vrai frein à la mise en place de l'achat socialement responsable pour les acheteurs. Donc il y a cet appel à projet qui a été mis en œuvre sur le volet social. Il y a un outil qui est très intéressant qui s'appelle le marché de l'inclusion. Que je vous conseille d'aller voir, et qui permet de faire du sourcing donc de premier niveau, mais au moins d'avoir des noms de structures insertion handicap qui peuvent répondre aux besoins. Donc ça, voilà, après nous on conseille quand même toujours d'aller vers les réseaux de vos territoires qui peuvent qualifier ces sourcings, mais c'est au moins une première réponse. Sur le volet environnemental, voilà, pour aller plutôt rapidement, mais il y a la mise en œuvre de ce qu'on appelle les guichets verts, donc qui sont des services de conseil de premier niveau pour les acheteurs publics, donc bien sûr accessibles gratuitement. Donc nous, on en porte un au GIP Maximilien pour l'Île-de-France, mais il y en a un par région. Et donc là, voilà, l'acheteur arrive et pose sa question et obtient une réponse rapide et voilà, orientée vers les ressources, vers des DCE qui peut mobiliser. Sur le volet environnemental, il y a d'autres outils aussi, type la clause verte, type un MOOC qui va être mis à disposition, un centre de ressources. Donc voilà, moi la différence que je vois, c'est qu'il y a vraiment des moyens qui sont mis à disposition des acheteurs publics pour les accompagner. Merci Louise pour ces précisions. Tout à l'heure, on évoquait cette partie marché. Alors dans le marché, il y a deux choses. Il y a l'acheteur qui fait tout ce qu'il peut avec son sourcing, la rédaction de son cahier des charges, qui réfléchit sur ses exigences, ses attentes, et qui va effectivement intégrer des composantes soit environnementales, soit sociales, ou voire les deux en fonction des marchés, qui va sélectionner un fournisseur parfois uniquement sur dossier en fonction de la procédure, et qui croise des doigts très fort en se disant qu'il a fait le bon choix. Voilà. Et du coup, après, il y a une deuxième phase, une fois qu'on a attribué, c'est l'exécution du marché, le suivi, parce que le marché, il a une vie, il va durer 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, en fonction de la durée qui a été définie. Alors là, je vais me retourner vers Stéphane de nouveau pour avoir un retour concret et un témoignage. Bon, et bien une fois qu'on a attribué le marché et qu'on a bien croisé les doigts sur la partie effectivement composante environnementale par exemple, comment on mesure tout ça? Est-ce que c'est facile, et comment on s'organise justement pour s'assurer que finalement les demandes qu'on avait faites au départ, elles sont bien au rendez-vous? Alors on ne croise pas les doigts. Et on revient au sourcing, puisque, encore une fois, on a rencontré les entreprises qui vont être des candidates potentielles. On va choisir ce qu'on va mettre en termes de clauses ou en termes de questionnaire RSE. Et dès à présent, on va choisir ce qu'on va mesurer et comment on va le faire, en fait. Si on le fait après, en fait, on part à l'aveugle. Donc, bien sûr, dès le départ, en fait, on sait ce qu'on va faire. Je vais prendre un exemple. On vient de lancer des marchés de propreté. On a 4-5 clauses. Alors, je vais pas tout, on est en pleine procédure, donc je ne vais pas trahir de secret, mais au moment où on a écrit les clauses et au moment où on a écrit les questionnaires, on s'est dit qui le mesure, parce que c'est nous, quelqu'un de l'externe, avec quelle méthode, et finalement avec quel temps disponible. Et
Quand vous faites ça, forcément, déjà, vous retirez des clauses. Parce qu'écrire une clause pour qu'elle existe, mais qu'elle ne soit pas vérifiée, ça ne sert à rien. Donc, c'est d'abord comme ça que l'on fait. L'exemple qu'on prend le plus en modèle et qu'on essaie de répliquer ou d'adapter, c'est celui justement des clauses. C'est-à-dire que les clauses sociales d'insertion. Vous avez un facilitateur qui est une compétence externe, qui est capable de vous dire dès le départ, sur ce marché, c'est pertinent ou pas de mettre la clause, ce qui est déjà une bonne chose, ce qui vous permet déjà de retirer des contrats sur lesquels vous vouliez le faire, et puis même de rajouter des contrats auxquels vous n'auriez pas pensé. L'insertion, on peut la faire aussi sur de la fourniture. Les entreprises de l'insertion se sont aussi beaucoup positionnées sur les matériels de seconde main, ce qui aujourd'hui est un petit peu quand même à la mode, donc c'est des vraies opportunités. Après, il nous aide à rédiger la clause, et on est allé tellement loin qu'en fait on a rédigé une clause type avec eux, ce qui fait qu'à chaque fois qu'on fait un appel d'offres, maintenant on ne change juste que le volume d'heures à atteindre. Et puis après, ils vont nous aider à faire les réunions de lancement avec les fournisseurs pour rappeler à quoi ils sont tenus. Et derrière, après, on va faire un reporting qui est en général trimestriel. Et ce qu'il y a de bien en s'appuyant sur une compétence comme les facilitateurs, c'est que c'est pas l'UGAP qui va décider si on a fait des heures d'insertion ou si cette heure-là, elle compte ou pas. C'est un tiers qui l'aura fait. Donc, on n'est pas jugé parti dans nos propres résultats. Et puis, en plus, ça nous protège de la RGPD puisqu'on n'a pas de contact. Donc ça, on peut le dupliquer partout. L'égalité femmes-hommes, on peut faire exactement la même chose. On peut dire, je crée un tableau Excel, ça reste ça, qu'on enverra trimestriellement aux fournisseurs et puis faire le suivi. Là, pour le coup, ce sera quelqu'un de mon équipe. Les clauses de progrès sur le carbone, sur les déplacements, pareil. On sera là-dessus. On demandera en plus une fiche de progrès à chaque fois. Et puis, on va regarder comment ça se passe. Mais donc, on ne part pas sur quelque chose dont on décidera après comment on le fera. Donc ça, c'est une façon de faire. Il y a d'autres façons qui sont de prendre des auditeurs externes et puis finalement de prendre un peu par picking, c'est-à-dire de mode aléatoire ou faussement aléatoire. En général, ça coûte un petit peu, donc on ne va pas le faire pour rien. Mais on va envoyer pendant nos contrats qui effectivement durent 4 ans, vérifier si tout est conforme. Quand c'est pas conforme, on ne le crie pas sur les toits, c'est-à-dire qu'on est prêt à dire qu'on a attrapé quelqu'un qui n'était pas conforme, on ne va pas donner son nom, c'est pas l'idée. L'idée, c'est plutôt après de dire, voilà, on fait ces contrôles, de temps en temps, il y en a un qu'on attrape. Sachez qu'on en attrape un de temps en temps. Et par contre, avec celui-là, on va discuter pour qu'il se remette à niveau. Et s'il n'y arrive pas, à ce moment-là, on peut dénoncer le marché tout simplement parce qu'on a trahi ceux qui ont perdu. Quand on a quelqu'un qui ne fait pas le travail parmi celui qui a gagné l'appel d'offres. Puis le dernier point qu'on peut faire, c'est au départ, sur certains sujets, on peut demander un audit social dès le départ. C'est-à-dire que c'est une condition d'attribution. Les candidats qui ne l'ont pas produit, finalement, ils n'auront pas le marché. Leur partie s'arrête là, quoi. Donc il y a plusieurs façons de faire. Et dès le départ pendant l'exécution du marché. Et en tout cas, c'est clair que c'est pensé dès le départ. Et encore une fois, ça vous aide à rationaliser vos choix. C'est assez intéressant parce que si vous écrivez beaucoup de clauses que vous ne contrôlez pas, vous allez avoir finalement un appel d'offres faussé, puisque vous avez des entreprises qui vont jouer le jeu, qui vont faire attention et qui vont vous donner un prix qui va en tenir compte, puis d'autres qui ne vont pas le faire. Et donc, en fait, ça fausse finalement votre analyse et donc votre attribution. Toujours un peu long, je suis désolé. Merci Stéphane. Louise, sur la partie sociale, je voudrais qu'on insiste un petit peu parce que c'est souvent quand même, finalement, c'est pas le parent pauvre, mais c'est plus complexe aussi en termes de critères et on en parle moins. Vous êtes alors chef de projet, alors là je lis aussi MAX. Donc MAX, ça veut dire mission d'appui au développement des clauses sociales. Donc justement, tout à l'heure vous l'avez dit, il y a des moyens qui sont dédiés. Vous êtes entre guillemets pas un moyen, mais quand même, puisque votre poste est dédié finalement à ce déploiement. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus et expliquer en fait ce qu'est exactement MAX ? Oui, tout à fait. Donc, effectivement, la mission d'appui au développement des clauses sociales, elle est financée uniquement par des fonds publics. Donc, nous, par la DRIET Île-de-France et par le FSE. Donc, on s'adresse à tous les acheteurs publics franciliens au-delà de nos membres, des membres du groupement Maximilien. Et donc, notre objectif, c'est vraiment d'accompagner les acheteurs publics à mettre des clauses sociales, donc entendues au sens large, dans leur marché. Donc, on a cette mission, de faire monter en compétence les acheteurs sur les dispositions sociales. Et dans un même temps, notre
notre objectif, c'est d'essayer d'animer tout cet écosystème des clauses. Donc, on est en lien avec les réseaux insertion, ESS, handicap du territoire francilien et bien sûr avec les facilitateurs du territoire. Donc, sur l'Île-de-France, on est assez bien doté. Je vous parlais tout à l'heure de cet appel à projet qui a pour but de couvrir les zones blanches et d'installer des coordinations régionales, donc à l'image de ce qu'on fait nous en Île-de-France partout sur le territoire. Nous, en Île-de-France, ça existe depuis 2016, donc on a une certaine antériorité et on coordonne beaucoup de facilitateurs puisque sur l'Île-de-France, il y en a 115 qui sont portés par 60 structures porteuses, donc c'est assez conséquent. Et donc on est organisé, nous on a des coordinations départementales, donc on en a 8 pour l'Île-de-France. Et on essaie en fait d'harmoniser les pratiques des facilitateurs pour que ce soit plus lisible pour les acheteurs. Qu'un acheteur, s'il a un marché dans les Yvelines ou en Seine-Saint-Denis ou en Seine-et-Marne, que ce soit une offre qui soit le plus harmonisée pour lui possible, tout en tenant compte des spécificités territoriales qu'il faut surtout pas effacer. Mais essayer de mettre en relation aussi avec les structures de l'ESS du territoire et faire en sorte qu'il y ait tout cet écosystème qui dialogue. Donc c'est vraiment accompagner les acheteurs et leur donner des clés. Et c'est vrai que sur le volet social, c'est important parce que, comme vous le disiez, c'est pas forcément toujours bien connu, bien appréhendé. Il peut y avoir des craintes à travailler avec le secteur de l'insertion et du handicap, et c'est toutes ces freins-là qu'on essaie de lever. Voilà. Et puis, en plus de cette organisation, je voudrais revenir sur finalement l'intérêt. Il y a une partie réglementaire, donc là, je vais m'adresser à Xavier. OK, il y a les obligations réglementaires, le PNAD, la loi climat et résilience, enfin toute la partie législation, mais au-delà de ça, Xavier, finalement, pour un acheteur public, est-ce qu'il y a d'autres intérêts, hormis respecter la loi, de mettre des clauses sociales à l'intérieur de son marché? Et si on a, lesquelles? Déjà, respecter la loi, c'est bien. C'est bien, oui. Commençons par ça, puisque tu dis qu'on ne la respecte pas, puisque c'était 20% de 5%. Bon, en fait, le sujet, pour moi, il ne se situe pas au niveau de l'acheteur. Il se situe au niveau de la volonté publique, des élus et des prescripteurs qui vont à un moment faire des demandes de marché. Parce que l'insertion par l'activité économique, ça vise à agir sur l'emploi, essentiellement l'emploi local. C'est-à-dire qu'en principe, quand on fait appel à une structure d'insertion, c'est pour faire travailler des gens qui, localement, sont éloignés de l'emploi. Donc, c'est-à-dire qu'on veut agir sur l'emploi. Et ceux qui ont le plus intérêt à agir sur l'emploi, ce sont les collectivités. Alors, je ne vais pas forcément parler des ministères, des grandes structures d'achat centralisées. Là, je vais parler des collectivités, puisque je vous ai dit que je venais du Mélois. Je vais parler des collectivités du Mélois en Poitou. Ce sont des collectivités qui sont aussi au service d'un territoire et de leurs habitants. Et les personnes éloignées de l'emploi contribuent à la vie locale, ont des difficultés. Les difficultés de l'emploi dans un pays comme le nôtre, c'est la mobilité, ça peut aller de la langue, ça peut aller de la qualification, bien sûr, mais voilà. Un des premiers sujets, ça reste quand même souvent la mobilité, des gens qui ne peuvent pas se déplacer. Et donc, il y a une politique territoriale à avoir. Et donc, le premier intérêt, avant d'être un intérêt d'acheteur, de respecter, alors comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est toujours bien de respecter ce qu'a dit son patron, mais c'est déjà que dans les collectivités, dans l'ensemble des entités publiques, il y a une volonté de participer à une dynamique d'emploi durable. Alors ça tombe bien, parce que a priori, il y a des choses qui vont apparaître et qui vont pousser encore plus. C'est pas encore très clair, donc on ne peut pas trop en parler, mais enfin, il y aura de toute façon, il y a une volonté actuellement d'aller de plus en plus faire travailler des gens qui aujourd'hui sont éloignés de l'emploi. Donc il y a un vrai intérêt public, et c'est pour ça que je pense que c'est d'abord un sujet de volonté de l'entité publique et notamment des entités locales que de faire travailler des gens de leur territoire, parce qu'il y a quand même un truc extraordinaire, c'est qu'il y a des secteurs aujourd'hui qui sont des secteurs en tension, sur lesquels on n'arrive pas à recruter, puis de l'autre côté, des personnes qui sont éloignées de l'emploi et qu'on veut faire travailler. Et donc c'est bien plus compliqué que ça, parce que notamment sur ces secteurs-là, on ne trouve pas. Donc il faut aussi que les entreprises et que les acheteurs poussent les entreprises à accepter aussi de revoir leur rapport au travail. C'est-à-dire que si vous attendez
Je vais rentrer un peu dans le détail, mais je voudrais que les acheteurs, quand ils parlent avec des fournisseurs, ils leur posent des questions de cette nature. C'est si vous pensez que quelqu'un qui est éloigné de l'emploi, qui est au RSA depuis 1 an et demi, qui a des problèmes pour faire garder ses enfants, qui n'a pas de voiture, tout d'un coup, vous allez dire, à partir de demain matin, c'est 35 heures, et bon, je te prends, mais tu dois travailler comme tout le monde. Il y a à un moment une adaptation de compétences. Donc, il faut accepter. Ça veut dire que l'entreprise, elle doit accepter. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup d'entreprises rechignent quand on leur met des clauses sociales. Oui, mais c'est compliqué, etc., etc. Parce que mais ce qui est vrai pour les personnes en insertion est vrai pour tout le monde. Moi, ma conviction, c'est que les collaborateurs qu'on a, alors certes, s'ils sont en insertion, c'est qu'ils ont besoin plus d'aide, mais ils sont aussi comme les autres. C'est-à-dire les gens qui n'ont plus envie de travailler. On a des collaborateurs en insertion, par exemple, qui ont des compétences professionnelles. Ils arrivent. Alors, je ne vais pas parler des retraites parce que ça va être. Je ne voudrais pas qu'il y ait un mouvement de foule, mais c'est quand même à un moment, on a nous dans nos circuits des gens qui ont un certain âge, ils ont des compétences, mais ils ne peuvent plus travailler dans le bâtiment notamment, comme avant. Et donc, il faut à un moment adapter. Et donc, moi, je pense que l'intérêt des acheteurs, c'est d'amener aussi les fournisseurs à répondre à des besoins parce qu'il y a des secteurs en tension. En acceptant aussi de participer, non pas en juste, vous m'avez demandé 1000 heures, je vous mets 1000 heures, mais c'est comment, à travers un marché, à travers une collaboration, on va amener des gens à accéder à un emploi et comment on va accepter peut-être d'adapter aussi la manière de travailler. Si vous demandez à quelqu'un de travailler, moi j'ai des cas, voilà, moi je veux quelqu'un à 5 heures du matin, à Celles-sur-Belle. Vous ne savez pas où est Celles-sur-Belle, mais enfin, voilà, vrai. Oui, mais ça veut dire qu'il faut trouver quelqu'un qui n'a pas forcément, qui n'a pas d'enfant, qui peut se déplacer en voiture. Et donc tout de suite, et la question, est-ce qu'il faut être à 5 heures du matin? Est-ce qu'on ne peut pas travailler à 7h30, 8h? Enfin, voilà. Donc c'est un... Il faut que j'arrête de parler ou il faut que je lève le micro? Il faut que tu arrêtes de bouger comme ça parce que du coup on n'entend plus toujours. Bon, d'accord. Donc voilà, donc je pense que pour les acheteurs, les acheteurs mettent en œuvre une politique exprimée par une entité et ça rentre dans une stratégie d'achat. Mais enfin, ce que disaient mes camarades, c'est que c'est d'abord une stratégie d'achat, hein, c'est une volonté. Ils la mettent en œuvre et et je trouve ça intéressant d'amener les fournisseurs aussi à aller vers des sujets qui... le plus facile, c'est de ne pas en faire. Donc oui, 12,5 parce que c'est plus facile de ne pas en faire. Enfin, ça l'était dans certains métiers qui n'étaient pas en tension. Le plus facile, c'est de ne pas en faire. Quand on veut en faire, oui, c'est compliqué. C'est pas un truc qui se fait. Donc bon, après, pourquoi 100%? C'était ta question. C'est peut-être une technique d'achat. Hein. Quand je veux 50, je demande 100. Hein. Et peut-être juste pour compléter, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, les entreprises, elles vont souvent au-delà du volume d'heures qui leur a été fixé en fait par l'acheteur. Donc, c'est qu'il y a vraiment des opportunités de recrutement, effectivement, qu'elles n'avaient pas dans leur viseur, mais que ça fonctionne. C'est vraiment, ça peut être envisagé au début comme un obstacle par l'entreprise, mais en fait, ça crée des beaux parcours et c'est bénéfique aussi pour les opérateurs économiques. Je voudrais juste compléter. Il y a aussi un préjugé. C'est-à-dire que moi, quand je parle avec des entreprises d'insertion, alors souvent en plus on parle d'insertion, les gens ils mettent prison, quoi. Tu vois, parce que en plus moi, au début je disais réinsertion. Alors on me dit c'est les gens qui sortent de prison. Non, pas du tout. Enfin il y en a, mais pas que. Et il y a un regard sur des gens qui sont, oui, mais s'ils sont éloignés, ils vont avoir il y a des difficultés, mais il y a aussi des gens extrêmement bons qui ont des vrais sujets, mais qui parfois peuvent être surmontés et qui sont vraiment ensuite. Et moi, je suis convaincu d'une chose, c'est que des gens qui ont été dans des parcours d'insertion et qui retournent vers l'emploi en collaborateur, là, c'est le top. Parce que vous les avez accompagnés, ils sont revenus vers quelque chose qui correspond mieux aussi à notre manière de vivre. Et par contre, ils sont fidèles. Donc, en fait, il y a un vrai intérêt, mais c'est difficile. Donc, on a un double intérêt pour l'acheteur parce qu'effectivement... en tous les cas, la collectivité territoriale participe à la bonne santé, entre guillemets, de la population sur son territoire et pour l'entreprise parce qu'il acquiert finalement à terme des collaborateurs fidèles. Dans cette partie, toujours insertion, donc Stéphane, je me retourne vers vous parce que Xavier a dit à juste titre, l'insertion, c'est vrai que les collectivités territoriales, donc pour les citer, les mairies, les départements, notamment, je reviens par rapport au RSA qui sont souvent des bénéficiaires
de l'insertion, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça, sont très concernés par ces sujets. Et donc c'est vrai que ce soit une collectivité, enfin une mairie, un département, voire une région, on va retrouver des critères sociaux. Est-ce que pour une centrale d'achat qui a une vocation finalement à desservir un territoire entier, donc il n'est pas juste dans la partie économie très locale, c'est compliqué d'avoir des marchés avec des critères sociaux. Comment vous vous organisez justement pour y répondre ? Alors non, c'est pas si compliqué que ça, parce qu'en fait, à partir du moment où on considère qu'on parle des dispositions, c'est-à-dire clauses ou critères, on en a finalement beaucoup. On est au-delà des 50%. Donc la clause sociale d'insertion, c'est un point différent, parce que ça, c'est un outil très particulier. Effectivement, c'est un outil qui va souvent intéresser plutôt les collectivités. Et avec une difficulté pour nous, c'est que l'heure doit avoir lieu sur leur territoire. C'est-à-dire que les heures générées, ce que nous, on ne peut pas promettre en fait. L'UGAP, c'est un peu une forme d'Europe au sein de la France. C'est-à-dire que nous, on crée des ponts entre les régions. C'est-à-dire qu'on a 700 fournisseurs. Et donc, quand on fera travailler un fournisseur d'un territoire alors qu'on n'est pas sur le même territoire, inversement, un autre client d'un autre territoire fera travailler. Et donc, sur ces heures d'insertion, pour nous, c'est plutôt un pot commun. Donc, on a beaucoup progressé. Nous, on est passé de 95 000 heures à presque 400 000 en 3 ans. Mais c'est vrai que ces heures, elles ont lieu sur des territoires qui sont particuliers. Et comme en plus, on ne sait pas bien les tracer, nous, on les affecte au territoire où est le siège social de l'entreprise. C'est-à-dire qu'en fait, on ne compte pas tout à fait bien, mais la mesure, hein, c'était la table ronde juste à présent. Dans les achats, c'est pareil. C'est très, très important de pouvoir mesurer ça. On a des limites. On n'a pas toujours tous les logiciels ou tous les moyens. Et donc, aujourd'hui, nous, notre limite est plutôt dans la restitution. C'est-à-dire que les heures d'insertion, on sait parfaitement dire à un client aujourd'hui combien d'heures il a généré, par exemple en 2022, grâce aux commandes de l'UGAP. Par contre, on ne sait pas précisément lui dire où ça a eu lieu, quoi. Donc l'État, ça ne va pas trop le gêner, c'est vrai. Les hôpitaux, un peu moins. Et par contre, les collectivités risquent effectivement de tiquer. Et donc, on est obligé d'expliquer ça. C'est-à-dire un peu cette notion de vase communicant. Ce qu'on fait sur un territoire, en fait, il est pour le nombre d'heures d'insertion nationale. Et c'est cette contribution-là, on ne peut pas rendre, en tout cas, ou donner les heures à chacun à l'endroit où il voudrait les avoir, quoi. Merci Stéphane. Pour toujours sur ce dossier d'insertion, je vais revenir vers Xavier. Deux choses. L'insertion dans les marchés publics sur les marchés de travaux, c'est monnaie courante depuis plus de 30 ans déjà. Hein. C'est quelque chose qui est quasiment sur tous les marchés publics. Donc c'est pas une découverte en tous les cas pour les entreprises du BTP, y compris les petits artisans arrivent à travailler avec les facilitateurs et n'ont pas de problème pour avoir des heures d'insertion sur les chantiers. Et quand je vous dis les petits artisans, des entreprises de 10 personnes. Hein. Donc les entreprises, c'est pas un problème de recourir à de l'insertion. Mais du coup, c'est vrai que Xavier, pour donner des exemples finalement aux acheteurs publics qui sont ici, en tant que directeur d'une entreprise, d'une association d'insertion, à part les travaux, sur quel type de marché finalement ça se prête bien l'insertion, ou c'est plutôt facile de le demander, où on ne risque pas d'avoir, parce que toujours la crainte, c'est ces marchés infructueux, hein, de ne pas avoir de réponse, ou d'être trop exigeant, ou de ne pas être dans le bon critère. Alors, c'est vrai que les marchés de travaux, ils répondent à deux sujets qui facilitent la vie. C'est sur site. Donc, on sait que c'est que sur ce marché. On est sûr que la personne, elle vient travailler sur ce chantier. Et ce chantier, c'est mon bâtiment. Donc, c'est rassurant. Et effectivement, généralement, on prend des gens du local parce que c'est déjà des gens peu mobiles. Donc, c'est plus facile. Donc, c'est facile. Et c'est habituel. C'est en train de changer pour deux raisons. La première, c'est que l'année dernière, on a vécu une année où l'inflation, l'énergie, etc., ont amené des grosses discussions à l'achat. Et moi, je peux vous dire, on l'a vu quand même, c'est que les clauses sociales, quand on parle de prix, quand on parle d'augmentation de prix, voilà, on parle de prix. Donc, comme on parle de prix, voilà. Donc, on a vu une baisse, nous, des clauses sociales, plus des décalages de budget, puisque les collectivités ont des difficultés budgétaires. Et puis le troisième élément, c'est que les marchés de travaux, c'est de la main-d'œuvre du bâtiment, que le bâtiment est un des marchés en tension, et que s'il est en tension sur, on va dire, le marché de l'emploi
normal, il est aussi en tension. Nous, on a beaucoup moins aujourd'hui de personnes qui sont prêtes à aller travailler sur des chantiers qu'avant. Donc, on voit bien cette difficulté qui touche l'activité, elle nous touche également. Donc, ça veut dire qu'il y a d'autres activités qu'il faut aller chercher. Alors, la deuxième, assez facile, entre guillemets, à mettre en œuvre, c'est tout ce qui tourne autour de l'entretien. Tout ce qui tourne autour de l'entretien des locaux, l'entretien des espaces verts, enfin voilà. Parce que là, on a aussi... On a l'habitude, on a des équipes et dans la tête de tout le monde, c'est pareil. L'entretien, il va venir dans mon bâtiment, etc. Mais il y a d'autres endroits. On parlait de mobilité ce matin et on parlait de l'hébergement. Dans l'hébergement, il y a des hôtels. Dans des hôtels, il y a des besoins d'entretien, il y a des besoins d'espace vert, etc. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, dans un marché d'hébergement, on demande des heures d'insertion. Alors, c'est pas simple parce que, comme l'a dit Stéphane, il faut à un moment avoir une vision plus large. Le code de la commande publique autorise d'avoir un recours à des heures d'insertion qui sont en lien évidemment avec le marché. Donc je ne peux pas comptabiliser des heures parce que j'ai des personnes en insertion je sais pas moi, sur une activité dans le Nord qui n'est jamais en lien. Donc ça évidemment je ne peux pas. Mais si j'ai un entrepôt, si je vais effectivement dans un hôtel, même s'il n'est pas dans mon territoire, et que dedans, il y a du personnel en insertion, c'est possible. Quand on fait de l'événementiel, nous, ça nous arrive, sur un marché, sur de l'événementiel, on a besoin à un moment de préparer, de mettre des tables, de machins, de trucs. On peut le faire. Après, il y a de l'opportunité. C'est là que les facilitateurs ont un enjeu. Moi, en ce moment, par exemple, dans nos équipes, on a des peintres. Donc, ça veut dire qu'effectivement, c'est une opportunité qualifiée, etc. Mais normalement, une personne en insertion, c'est pas plus de 2 ans. Donc, voilà, à un moment, on avait quelqu'un en administratif. Donc, il y a aussi un moment à se poser la question de sur quoi, mais là, c'est le rôle des fournisseurs. Et si le fournisseur ne fait, parce que c'est quand même la réalité d'aujourd'hui, c'est qu'un fournisseur ne répond à une clause sociale que si elle est explicitement demandée. Il n'est pas dans une logique de j'ai une politique de recours à l'insertion, et je la mets en avant dans un marché, parce que ce serait une autre façon de travailler. C'est de dire, moi, régulièrement, je fais appel à des collaborateurs en insertion, et quand j'ai un marché, je les mets en avant, et le facilitateur va me permettre quand même de garantir que je ne comptabilise pas la même personne pour 3 marchés. C'est-à-dire que si effectivement j'ai une personne qui fait de la préparation de commandes, je ne vais pas le mettre une pour l'UGAP, une pour Amazon, une pour... Il faut que ça soit réparti, et ça, c'est aussi le rôle des facilitateurs et des structures d'insertion, que de rassurer l'acheteur sur on comptabilise, mais si on embauche 100 personnes en insertion, on n'en facture pas 200, quoi. Ça, c'est assez classique sur beaucoup de marchés. Donc voilà, donc je pense que le facilitateur et les structures du territoire peuvent vous aider. Et donc le sourcing, c'est pas que parler avec les fournisseurs, c'est aussi une phase de sourcing, parler avec les acteurs sur ce sujet-là, de qu'est-ce qu'on peut faire, vers quel métier on va, et puis après, de temps en temps, prendre du temps parce que voilà, il faut monter des filières. Voilà. Stéphane, vous voulez compléter ? Rebondir, ce que vient de décrire en fait Xavier là, c'est que même si l'acheteur ne le demande pas pendant le sourcing, il n'y a aucune raison d'être timoré pour l'entreprise de justement pas le mettre en avant. Parce que c'est un avantage qui est important et qui peut aider l'acheteur en fait. Donc il y a aussi, dans le sourcing, c'est pas juste un interrogatoire presque avec de la torture de l'acheteur sur le fournisseur, c'est aussi de l'information qu'amène le fournisseur pour se mettre en avant. Encore une fois, il faut toujours pour les marchés publics mettre en avant ce que l'acheteur aura le droit d'utiliser, mais ça fait tout à fait partie de ça. Et puis dans les exemples possibles, nous on est très fiers d'en avoir dans les prestations intellectuelles. Souvent on nous dit c'est pour des tâches qui ne sont pas très glorieuses. Dans les prestations intellectuelles, il y en a, et même vous pouvez faire compter le fait de former des gens éloignés de l'emploi pour avoir des compétences et ensuite être embauché directement. Moi, je trouve ça génial, en fait, qu'on puisse justement avoir tous les niveaux de formation qui peuvent être contenus par ça. On en a dans la formation. Et ce qui est intéressant, alors ça, c'est peut-être plus pour les gros acheteurs comme l'UGAP, effectivement, il faut que les heures soient rattachées au marché. Mais quand c'est un gros contrat que vous allez avoir une partie administrative, une partie gestion des commandes. Et vous pouvez tout à fait avoir des personnes affectées à gérer ce grand compte, dont les heures, en fait, sont comptabilisables pour ce grand compte, même s'il ne fait pas la prestation lui-même. Et puis un dernier point aussi, c'est les fournitures. Moi, je suis très fier qu'on en ait aussi sur les mobiliers. Je vais citer Steelcase, Eworth et Eurosite, parce qu'on en recommande tellement qu'en fait, il y a tellement de volume que justement, on a de la place pour mettre des heures d'insertion et ils honorent en plus leurs objectifs. Donc, il n'y a pas d'endroit où on ne pourrait pas en mettre du moment qu'on se pose
pose pas la question. Il faut écouter les fournisseurs, il faut écouter les facilitateurs, parce que c'est vraiment, à mon avis, il faut dupliquer ce travail avec eux dans plein de domaines. Et en fait, il y a des opportunités vraiment partout, quoi. Désolé, j'interromps. Merci. Juste un dernier point sur cette partie sociale sur laquelle je voudrais un petit peu revenir. Xavier en a parlé rapidement tout à l'heure, mais bon, il est bavard, donc il va falloir qu'il soit un petit peu moins bavard. Ouais, il est 15h30. En fait, voilà, l'habitude, c'est vraiment de donner des heures, d'allouer dans l'exigence, le critère, la demande de l'acheteur public. C'est souvent voilà, tant d'heures dans le chantier. Et vous l'avez dit tout à l'heure, Xavier, vous avez insisté dessus, on est en train de faire de l'insertion de personnes. Donc, quelles sont finalement les recommandations qu'on pourrait dire à un acheteur public quand il soit en phase de sourcing, soit en phase de rédaction de marché? Est-ce qu'un quota d'heures, ça suffit, ou est-ce qu'il faut qu'il s'intéresse aussi un peu à autre chose dans sa demande vis-à-vis de l'entreprise? Bon, comme je suis bavard, tu me redonnes la parole, merci. Bien sûr, l'objectif de tout ça, c'est que la personne qui fond dans mission sur un chantier ou ne reste pas, ou alors elle reste en CDI, ou en tout cas ensuite se remette en logique d'aller chercher du travail et trouver du travail durable. Donc, ce qui va être le moteur, c'est pas juste d'avoir donné des heures, ce qui est déjà extrêmement important, parce que vous vous adressez à des gens qui vivent dans la précarité, donc déjà, ne serait-ce que de leur donner du travail, c'est déjà énorme. Donc, je ne veux pas critiquer ça, bien au contraire. Mais ce qui est important, c'est aussi de se poser la question, et Stéphane le disait, comment dans l'insertion de la personne, quand on va l'intégrer dans l'entreprise, on va l'accompagner. Alors ça, c'est le rôle d'une structure comme la nôtre, mais elle se fait avec l'entreprise. Quelle formation éventuelle on va pouvoir donner, alors que ce soit une formation de type officiel, enfin entre guillemets, ou un tutorat, enfin un accompagnement pour lui donner envie de travailler, Moi, j'ai des collaborateurs, ils arrivent dans une entreprise, le lendemain ils s'en vont, donc le patron il râle en disant ouais, de toute façon ça m'étonne pas, les gens. Mais je dis oui, mais enfin il est arrivé, on l'a pas calculé, on lui a dit tu fais ça, on l'a mis dans un coin, et ouais, le lendemain il est parvenu, ouais. Mais enfin, comment avez-vous essayé d'intégrer cette personne? Et je pense que dans un marché, les heures, c'est hyper important. Mais ce qui est aussi important, c'est que, et c'est un peu le problème avec l'objectif, c'est que les fournisseurs qui le font que pour avoir le marché, c'est-à-dire c'est 3 points donc je prends et puis j'en ai rien à foutre de... Pardon, excusez-moi. Ça m'est complètement égal de ce qui va se passer. C'est dommage. Alors que le fournisseur qui est capable de démontrer dans son mémoire technique que lui, ça l'intéresse l'insertion. Lui, ça l'intéresse de former des collaborateurs. Parce que de toute façon, s'il le fait pour des gens d'insertion, il le fait aussi pour ses collaborateurs. Les chefs d'entreprise comme ça, on les voit, hein, on les reconnaît. Ils ont cette logique. Et donc, un marché, c'est pas que des heures. Et une objection qu'on m'oppose souvent, et qui malheureusement est un peu vraie, c'est que quand on est sur des marchés où il peut y avoir des PME, c'est plus compliqué. Je disais, ce que vous faites à l'UGAP, vous avez des personnes qui vont suivre, etc., etc. Bon, une PME, quand vous lui dites, bon, ok, il faut des heures, bon, très bien, j'appelle l'IPM, il me file quelqu'un. Hein. Quand vous lui dites, bah oui, mais il faut expliquer dans le mémoire technique comment vous allez l'accompagner, comment elle va être accueillie, patata. Alors, c'est un peu vrai, ça, par contre. Donc, sur des marchés où il y a des PME, mais je pense aussi que parfois, on se dit, c'est aussi un préjugé, parce qu'il y a des chefs d'entreprise de PME qui, au contraire, prennent beaucoup mieux soin de leurs équipes, y compris des intérimaires qui viennent en insertion, que des mecs dans des grosses boîtes, quoi, enfin, ou des femmes, mais peu importe. Mais voilà, donc moi, je pense que vraiment, et le sourcing et vraiment le démarrage, c'est de identifier et faire émerger à travers les réponses au marché. Donc oui, il y a les conditions d'exécution, mais il y a aussi l'évaluation de la réponse, ou détecter effectivement comment on va vraiment faire de l'insertion avec l'objectif final et pas uniquement cocher la case parce que j'ai besoin de 5 points et que comme ça fait 5 points, c'est toujours bon à prendre. Voilà, je suis bavard, mais j'ai fini. Merci Xavier. Donc oui, et pour rebondir sur ce qu'il disait, l'exemple, effectivement, c'est ce que je vous disais, c'est que la crainte des PME, d'accord, mais il y a quand même beaucoup d'activités où les PME sont en capacité. On a vu par exemple ce matin les artisans, pour ceux qui étaient là, de Cali Paysage par exemple, tous les artisans sont tous des artisans, des entreprises familiales, tous, des PME, et ils font tous de l'insertion. Donc il y a quand même beaucoup, comme le disait Xavier, ça peut être problématique dans certains secteurs, mais c'est quand même réalisable.
Donc on a fait un gros focus sur le social, mais je tenais vraiment à le faire parce que c'est pas le parent pauvre, mais on en parle beaucoup moins dans l'achat public que la partie environnementale. On va revenir toujours dans cet axe finalement achat durable, responsable et solidaire. Il y a effectivement la notion de politique achat, on en a parlé déjà. On en a parlé ce matin aussi sur la table ronde des labels avec Nicolas Mort du médiateur. Il y a les spazeurs. Les spazeurs, c'est important. C'est une obligation légale. Alors, je le redis pour ceux qui n'étaient pas là ce matin. Spazer, c'est alors schéma de promotion des achats publics. Je ne l'ai pas noté là. Allez-y. Voilà, socialement et environnementalement responsables. Donc, ils sont obligatoires à partir de 50 millions d'euros de dépenses annuelles pour l'ensemble des structures soumises à la commande publique. Et puis, de toute façon, avec les obligations, on vient de le voir du plan national des achats durables. En gros, il faut quand même avoir une politique achat durable. Louise, est-ce que vous pouvez effectivement nous parler, parce qu'il y a quand même beaucoup de questions qui se posent autour de la rédaction de cette politique achat et la rédaction de ces spazeurs ou de l'amélioration de ces spazeurs. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu là-dessus, sur ce qui est fait et finalement si une entité publique a des difficultés ou a besoin d'aide, où est-ce qu'elle peut en trouver ? Oui, tout à fait. Donc, effectivement, rédiger un spazer, ça peut prendre beaucoup de temps et beaucoup de ressources. On le voit, voilà, les collectivités qui l'ont fait disent que c'est en moyenne 1 an, ça peut aller jusqu'à 18 mois parce que l'objectif, c'est quand même d'essayer de faire un tour des pratiques existantes, voir avec ses parties prenantes internes, mais aussi externes, pour voilà, présenter quelque chose d'assez global. Donc, ça peut prendre du temps et des ressources. Effectivement, l'acheteur peut être un peu démuni quand il doit voilà, s'atteler à la rédaction d'un spazer. Donc il y a des ressources qui existent. Je pense notamment donc aux réseaux régionaux donc de l'achat public durable qui proposent souvent des modules et des sessions d'accompagnement. Donc ça peut être utile. Il y a le commissariat général au développement durable qui a aussi mis en place une mission Spazer, donc voilà, avec des webinaires en ligne que vous pouvez trouver sur Rapide. Donc Rapide, pareil, c'est une ressource super utile que je vous conseille. C'est une communauté d'acheteurs responsables. Et donc voilà, il y a un forum sur lequel on peut poser des questions à ses pairs, avoir des réponses. Il y a un centre de ressources donc, dans lequel vous pouvez trouver pas mal de webinaires, dont ceux sur la mission Spazer. Voilà, donc les réseaux, après faire appel ou pas à un AMO, voilà, il y a pas de, ça dépend, je pense que de ses moyens et de ses objectifs. Ce qu'on dit aussi, c'est qu'il n'y a pas de Spazer. Enfin voilà, c'est une démarche. Je pense, et le premier spazer n'a pas à être le spazer qui restera voilà, pour une éternité. Là, il y a pas mal de collectivités qui en sont à leur deuxième parce qu'on est dans une démarche perpétuelle d'amélioration des pratiques. Voilà. Merci Louise. Dans cette composante, en fait, entre guillemets, achat, politique achat, il y a toujours, et notamment là, pour le coup, peut-être plus particulièrement pour les collectivités locales, une notion de travailler avec des fournisseurs locaux. Et puis de manière plus globale, il y a une autre obligation, hein, c'est, je crois, je ne sais plus si mes chiffres sont à jour, c'est 30% des marchés publics aux PME, 30% de la commande publique marché, enfin, je ne sais plus si ça a évolué, mais il y a cet objectif, effectivement, aussi de faire travailler des PME, hein, de ne pas être que sur les grosses entreprises. Et du coup, quand on est sur des achats hors marché, puisque les entités publiques, elles ont une politique achat et elles ont des achats marché, hors marché, voilà, c'est en fonction de leurs besoins. Elles utilisent beaucoup les places de marché, puisqu'elles permettent effectivement à l'acheteur public d'avoir un panel de solutions assez exhaustif en fonction de leurs besoins. Du coup, Claire, dans ce rôle en fait, que les fournisseurs ont ou que les places de marché ont, est-ce que c'est possible, quand on est une place de marché telle que vous, d'aller au plus près
d'avoir finalement une réponse aux acheteurs publics qui souhaitent en même temps profiter des services qui sont offerts par les différentes places de marché et faire travailler un fournisseur local. Tout à fait. C'est vrai que la place de marché en ligne, par définition, paraît virtuelle ou en tout cas digitale. Mais par contre, toutes nos activités en fait, s'ancrent vraiment dans le territoire, puisqu'on est physiquement présent à travers le territoire français. Et qu'on a aussi développé des relations de confiance, à la fois côté acheteur public et aussi côté vendeur, donc les TPE et PME. Pour citer quelques chiffres, quelques exemples peut-être qui parleront plus, aujourd'hui Amazon Business travaille avec 13 000 TPE et PME françaises qui sont donc réparties sur l'ensemble du territoire, qui peuvent être des entreprises familiales qui vont proposer des biens à la fois pour des consommateurs particuliers et professionnels, comme aussi des revendeurs de matériel informatique. Voilà, tout cet écosystème des TPE, PME qui font aujourd'hui le maillage territorial de l'économie française. Et en moyenne, ces TPE, PME, puisqu'on les accompagne aussi dans justement l'expansion de leur activité, au-delà de leur simple rayonnement local, elles ont augmenté leur chiffre d'affaires chaque année de 50% sur notre site Amazon Business. Et par exemple, l'année dernière, elles ont fait 80 millions de chiffre d'affaires. Donc il y a un vrai accompagnement que l'on est en train de co-créer au jour le jour avec ces TPE, PME vendeuses. Ensuite, comment refléter ça dans les achats ? Donc côté acheteur, on a beaucoup écouté le retour que nous faisaient nos clients sur ce sujet et ce besoin de pouvoir savoir où est-ce qu'on se procure, où est-ce qu'on se source. Et ça s'est concrétisé par une nouvelle fonctionnalité que nous avons lancée en juillet 2022 qui s'appelle fournisseurs locaux préférés et qui là encore par un système d'activation de cette politique achat permet d'avoir en fait un sourcing qui est dans la région, le département, voire même la commune de votre choix. Et vous allez avoir en fonction de ce paramétrage en fait des résultats de recherche qui apparaîtront directement sur votre page Amazon Business. Et concrètement, par exemple, je pense à un client dans la région Hauts-de-France du secteur hospitalier qui avait décidé de sourcer dans sa région tous ces produits reliés aux salles de pause. Donc, par exemple, le café, tout ce qui était gâteau et puis verre, etc. Donc, on voit bien comment, en fait, avec cette visibilité accrue, on peut accompagner et réussir ces objectifs d'approvisionnement. Et là encore, par un système de rapport généré sur votre compte, vous pouvez très facilement reporter à la fois en interne au point de vue de votre structure et aussi en externe sur cette part de l'achat local en soutien au développement territorial. Alors c'est intéressant parce qu'on voit effectivement que finalement une entité publique, même si elle est dans le cadre d'un achat hors marché, elle peut avoir des exigences en termes finalement de sourçage, d'offres jusqu'au local. Stéphane, au niveau de l'UGAP, centrale d'achat, je crois que vous avez aussi une politique assez prégnante sur justement l'accès entre guillemets pour vous à la commande publique des TPE, PME et en plus sur l'économie circulaire. C'est aussi un travail sur lequel, un sujet sur lequel vous travaillez vous aussi à l'UGAP. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Alors, il y a deux sujets. Je vais commencer par les PME pour le traiter, il sera plus facile. Donc, on a une obligation, nous, normalement, sur chacun des contrats que l'on fait, de choisir en général un seul vainqueur. Donc, on ne peut pas avoir pléthore, en tout cas, de fournisseurs directs sur un seul produit. Par contre, on leur met aussi une cartographie qui leur permet d'identifier sur leur territoire quelles sont les entreprises qui sont sur leur territoire, ce qu'elles vendent, leur adresse et même leur catégorie, c'est-à-dire PME ou grand groupe. Et puis on leur rend aussi, parce que c'est une marotte qui est venue un peu quand j'ai pris mon poste, de rendre des rapports individualisés aux clients aussi sur plein de sujets. Et donc les PME en font partie. Ce qui est toujours important derrière, c'est pour nous d'être transparent sur nos limites, en fait, pour la mesure. C'est-à-dire que choisir une PME, en tout cas dire si c'est une PME, il faut être capable de juger 4 critères. Ça va être la taille, ça va être le chiffre d'affaires, donc l'effectif, le chiffre d'affaires, et puis soit le bilan, soit
le chiffre d'affaires ou le bilan, pardon, et puis aussi son appartenance ou pas à un autre groupe qui pourrait le faire sortir de la catégorie. Donc on s'appuie souvent, dès que c'est possible, sur des tiers. Donc là, chez nous, c'est Altares. Et donc ça nous permet aussi de rendre des rapports et en disant, il y a une marge d'erreur, on vous explique d'où elle vient. Et donc, ça vous donne un ordre de grandeur. Et on veut faire ça pour à peu près tout. Donc on a des PME, on en a à peu près 350 sur nos 700 titulaires de rang 1. Et on leur adresse à peu près 750 millions par an. Et en fait, on sait qu'on en a plus en vrai, puisqu'il y a des sous-traitants qui travaillent pour nos titulaires. Et là, on a plus de difficultés à les pister. Mais on progresse. Et au fur et à mesure qu'on va y arriver, on arrivera finalement à montrer qu'on en a probablement entre 1000 et 1500 d'entreprises PME qui travaillent pour nous et pour lesquelles on pourra parfois donner donc les chiffres d'affaires. Alors bien sûr jamais nominativement, c'est du secret des affaires, mais on sera capable sur un territoire de donner l'argent qu'on a injecté et notamment donc aux PME du territoire. Donc ça c'est le sujet PME qui est assez robuste chez nous puisqu'en fait tout est automatique et on a rendu le système d'information complètement autonome. Alors sur l'économie circulaire c'est un autre sujet, donc c'est très à la mode, étonnamment. On ne sait pas pourquoi. Est-ce qu'il y a peut-être un décret à créer une forme d'impulsion? Et puis effectivement, on a beaucoup d'entreprises du secteur adapté qui se sont jetées là-dessus. Alors c'est difficile en fait pour plusieurs raisons pour nous. Alors la première, ça a été de savoir est-ce qu'on en avait ou est-ce qu'on n'en avait pas. Donc au catalogue, on a des produits reconditionnés, donc d'occasion pour le grand public. Ça c'est assez facile à pister. Par contre, est-ce qu'on a des produits qui contiennent de la matière recyclée? Parce que le décret demande pour certaines familles de produits d'avoir juste des produits qui contiennent de la matière recyclée. Donc ça c'était intéressant parce que c'est pas dans le système d'information. Et quand on interroge les fournisseurs, parce qu'à un moment on leur dit c'est quand même votre responsabilité de nous dire ce que vous nous vendez, on a des réponses assez rares. Et ce qui est étonnant, c'est que les PME sont souvent plus capables de nous dire ce que contiennent leurs produits que des grands constructeurs. Ils ont très probablement l'info, mais comme on leur a jamais poussé à s'y intéresser, sans doute qu'elle est un peu partout et qu'ils n'ont jamais désigné quelqu'un pour aller faire ce travail. Donc il y a un côté un peu de trouver un volontaire pour y aller, ce qui va coûter un peu de sous, il faudra le payer pendant qu'il fait ça. Et pour remonter l'information. Donc on a commencé par ça. On a fait 2 sondages annuels. On a fait 1700 références identifiées fin 2021. Et là, début 2023, on est à 9000. Ce qui fait que si on est stricto sensu sur l'article 58, on était à 20 millions la première fois et on est à 30 millions la deuxième. Et puis, quand on commence à élargir un peu, on se rend compte qu'on a beaucoup plus de produits qui contiennent de la matière recyclée. Ça revient un peu à ce que vous disiez sur Amazon tout à l'heure. C'est-à-dire que finalement, dans les clauses environnementales, on peut avoir les labels, ce qui est une façon de se rassurer, mais on peut aussi demander des choses finalement sur la matière recyclée qui est déjà un premier pas pour savoir si notre produit est vertueux. Et en fait, il y a pas mal d'entreprises qui savent le dire. Et simplement, on ne leur a pas demandé avant. Et forcément, on passait à côté de cette information. Donc ça, c'est les premières choses qu'on a faites. Après, on s'est rendu compte qu'on avait quand même des gens qui ne donnaient pas l'information. Donc on passe beaucoup de temps à expliquer aux entreprises que si du jour au lendemain, la commande publique avait décidé de passer 20% sur ces produits reconditionnés ou recyclés, c'était 20% de part de marché pour ces entreprises qui franchissaient pas le pas, qui étaient perdues en une nuit. Alors bien sûr, ça ne va pas se faire en une nuit, mais ça va se faire quand même. Ça va se faire en 3-4 ans. Et on n'est pas pérenne, en tout cas, on n'est pas profitable de la même façon quand on ne fait plus que 80% de son chiffre d'affaires. Donc il y a quand même une vraie réflexion. Au début, c'était un peu étonnant. Moi, j'ai fait beaucoup d'accompagnement d'entreprises et malgré tout le monde n'entendait pas. Et là, par contre, on voit maintenant qu'il y a vraiment des choses qui bougent. Donc on a fait, nous, presque de l'agence matrimoniale. On a rencontré beaucoup de petits acteurs qui se lançaient, à qui il fallait expliquer la commande publique et qui étaient trop petits pour nous. Donc on a fait beaucoup de mise en relation, puis au début ça ne marchait pas, puis là je pense qu'on aura quelques mariages annoncés, donc l'agence matrimoniale a mis du temps à fonctionner, mais par exemple on aura du mobilier reconditionné très probablement d'ici fin d'année, grâce à ce genre de démarche. Donc ça c'était un point qui était intéressant, et puis derrière, ce que ça nous permet de faire, c'est que comme on récupère la data directement chez les fournisseurs, alors on n'est pas en système d'information, on est au tableau Excel, donc on a un peu de marge de progrès, mais on peut rendre des comptes aussi aux clients en leur disant, voilà, l'année dernière, tu as commandé tant de produits dans la matière recyclée, tant de produits qui étaient des produits reconditionnés, et sur une référence qui est très fine, qui est celle du produit, et qui n'est pas une clause générale sur un marché où on embarquerait beaucoup de faux positifs. Donc ça, c'est encore une action qu'on a menée, qui est en cours, et j'espère qu'on va continuer à progresser. C'est toujours intéressant de voir qu'en fait, on a plus de choses dans son catalogue qu'on ne le croit, tant qu'on n'a pas commencé à acheter un œil. Et puis le dernier point, c'est les clients. Alors les clients, c'est un peu plus compliqué. Alors, on a passé une première phase qui était d'expliquer la loi, parce que parfois on avait des demandes un peu étonnantes. Et il fallait que dans tous les devis, on mette les pourcentages de tous les produits en matière recyclée. Ils devaient tous faire à 20%. Donc on ne sait pas le faire techniquement. Et puis 2, c'est pas ce que dit la loi. Donc ça, on a fini par expliquer ça. On a aussi essayé d'ouvrir un peu les chakras parce que côté commande publique, l'article 58 du décret, enfin le décret sur l'article 58 de la loi GEC a un peu focalisé beaucoup les clients
sur le fait qu'il fallait acheter dans les 17 familles produits. Or, il y a quand même d'autres business models qui permettent de rentrer dans l'économie circulaire, même si elle n'est pas comptabilisée. Je crois que tout à l'heure, Rexel nous l'expliquait avec envie. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir des prestations qui sont des prestations de remise à niveau d'un parc. Finalement, c'est de l'économie circulaire. On est bien en train de prendre des vieux matériels chez le client et puis de les remettre en état. La loi ne permet pas de les compter, mais c'est un business model intéressant parce qu'en plus, quand vous achetez de l'occasion, la difficulté, c'est de trouver le gisement. Il faut des matériels d'occasion à rétrofiter. Quand vous faites une prestation chez le client, vous n'avez pas de problème, il est déjà là, en fait. Donc, c'est beaucoup plus rapide. Donc, on essaie aussi d'ouvrir un peu les chakras. Et puis, le dernier point, je suis désolé parce que je réprimande quasiment tout le temps les clients à chaque table ronde que je fais sur ce sujet-là. On rencontre, quand il s'agit de passer la commande chez les clients, des gens qui vont s'intéresser au prix et à la valeur technique des produits. Et dans la valeur technique, il y a fiabilité, et c'est vrai qu'on peut parfois avoir des interrogations. Et on nous demande des comptes sur la partie environnementale, ou RSE, ou sociale, ou économie circulaire, 6 mois après la facture. Et donc, si le client a raté l'opportunité d'acheter quelque chose qui était vertueux au moment de la commande parce qu'il n'a pas posé la question, c'est vrai qu'on ne va pas lui donner des bons chiffres. Et il y a une forme un peu quand même de schizophrénie temporelle qu'il faudrait réussir à gommer pour que chez nos clients, en tout cas les personnes qui nous posent des questions au moment avant de passer la commande, devis, soient aussi les mêmes finalement qui nous demandent des comptes après. Je pense qu'on augmenterait les chiffres assez naturellement, sans beaucoup d'efforts, juste sur la base de ce qui est disponible chez chacun des fournisseurs, en pack à l'UGAP pour tous les fournisseurs. Et c'est vrai que ça, ce travail, il reste important parce que, encore une fois, c'est souvent prix et valeur technique au départ, et puis on se pose un peu plus tard seulement la question sur la partie environnementale. J'espère pas avoir été trop long. Merci Stéphane. Donc on l'a vu, la partie environnementale, la partie sociale, on a fait un peu un focus TPE, PME, économie circulaire. On approche de la fin de la table ronde. Je voudrais revenir finalement à la partie environnementale et refaire référence à la table ronde précédente. Tout à l'heure, Rexel, Benoît, sur l'intervention de Rexel disait c'est important l'empreinte carbone, de pouvoir la mesurer, de pouvoir finalement trouver des chiffres, fournir un certain nombre de choses aux clients. Je vais revenir vers vous, Claire. La problématique des places de marché, c'est la livraison. On sait effectivement, et d'ailleurs de tout distributeur, hein, que ce soit l'UGAP ou n'importe qui, on a effectivement un produit qu'on va conditionner, enfin une commande qui arrive qu'on ne maîtrise pas, qu'on doit conditionner, stocker au préalable, conditionner, livrer. Et on sait que dans cette partie-là, le dernier kilomètre est important, parfois le plus cher. Et puis on sait aussi qu'il y a de plus en plus d'exigences de la part des collectivités territoriales, même pour aller livrer sur le territoire, puisque on a ces zones soumises à des restrictions. Du coup, comment vous, et je crois que vous avez en plus un exemple, donc je ne voudrais pas que vous l'oubliez, qui est très intéressant, comment vous avez réfléchi à ça, qu'est-ce que vous avez fait finalement comme réflexion pour optimiser cette partie-là, et puis n'oubliez pas de me parler de votre expérience, enfin votre partenariat qui, je trouvais très intéressant et qui du coup m'a dit tiens, c'est intéressant à savoir comme quoi tout est possible. Tout d'abord, peut-être une idée reçue sur le e-commerce en général et puis sur toute la thématique de la livraison, c'est que le e-commerce pollue davantage. Or, beaucoup d'études ont montré récemment que c'était faux. Je souhaitais partager avec vous quelques propos liminaires peut-être pour poser déjà un petit peu cette réflexion. Récemment, une étude d'Oliver Wyman a analysé justement l'impact environnemental du e-commerce et s'est notamment intéressé comme un exemple à l'achat d'un produit non alimentaire en ligne et a trouvé que cet achat était 2,3 fois moins polluant en termes d'émissions de gaz à effet de serre qu'un achat en boutique, notamment parce qu'il permet de ne pas chauffer et illuminer les espaces de stockage physique et de vente physique. Deuxième élément, pour la décongestion des routes, on parle beaucoup de ces nombreux véhicules qui sont présents sur les routes de France pour livrer des colis. Là encore, la même étude montre que pour 1 km effectué en livraison, cela épargne entre 4 à 9 km selon les territoires de déplacement à l'aide de véhicules particuliers.
Donc ces chiffres sont importants, montrent aussi peut-être un peu plus la réalité par rapport à cette idée initiale. Et en plus, peut-être l'avez-vous vu récemment, mais l'ADEME est arrivée dans un article récent d'avril à la même conclusion, avec ces leviers importants, notamment à travailler sur la livraison et le dernier kilomètre, comme facteur important de réduction des gaz à effet de serre. Donc, en posant ce constat, je pourrais vous parler de beaucoup d'initiatives qu'Amazon prend en faveur de son engagement pour des émissions carbone réduites, avec cet engagement à 0 émissions carbone d'ici 2040 notamment. Mais j'en prendrai deux qui sont vraiment liés à l'activité d'Amazon Business et donc à l'intérêt des acheteurs publics. Le premier, c'est sur l'emballage. On sait qu'on travaille beaucoup sur les emballages, on innove et on investit. Et depuis 2018, nous avons réduit de 38% le poids des emballages, un élément important pour éviter la pollution, ce qui a permis d'épargner à peu près 1,5 million de tonnes de CO2 grâce à cette innovation. Pratiquement, quelques exemples aussi, vous ne trouverez plus dans les emballages Amazon ces pochettes d'air en plastique à usage unique qui étaient utilisées pour caler les produits dans nos colis. Aujourd'hui, elles sont remplacées par du papier de calage marron, 100% recyclable, 100% recyclé. Un petit exemple. Un second, c'est éviter le suremballage également de nos colis. Et ça, c'est complètement à la main du client, puisque le client, l'acheteur, peut cocher une case au moment de l'achat et indiquer qu'il ne souhaite pas suremballer le produit. Sur la question du transport, maintenant, nous réfléchissons beaucoup à justement limiter cette émission de gaz à effet de serre. Nous avons déjà optimisé à l'aide de nos technologies d'analyse tout ce qui était le chargement de nos véhicules et puis les itinéraires qui sont choisis par les véhicules de livraison. Ceci afin de réduire le nombre de trajets et donc de diminuer l'impact carbone par client de ces livraisons. Et un point sur lequel nous travaillons énormément, ce sont les partenariats pour créer des mobilités douces, c'est-à-dire utiliser des modes de transport comme la livraison par cargo bike et puis bien sûr l'électrification de nos véhicules. Aujourd'hui, nous avons 11 villes sur lesquelles la livraison est réalisée en voiture électrique, en véhicule électrique, les 11 premières villes de France. Nous avons 250 millions d'euros qui ont été investis sur un plan pour les 5 prochaines années pour continuer cette électrification des véhicules. Et puis sur cette démarche partenariale mentionnée par Sandrine, nous sommes vraiment à l'écoute des territoires et des partenaires présents au sein des villes pour comprendre comment être plus efficace encore dans cette livraison. Et donc sur la livraison du dernier kilomètre à Paris par exemple, nous sommes en partenariat avec la RATP pour utiliser pendant la journée leurs centres de dépôt qui sont vides, leurs centres bus, puisque les bus sont en circulation dans la capitale et nous les utilisons comme centre de départ de notre livraison du dernier kilomètre. Cela permet notamment de réduire toutes les emprises éventuelles foncières pour la livraison du dernier kilomètre et permet d'utiliser des espaces qui, sans cela, seraient vacants et libres de toute occupation pendant la journée. Merci Claire, c'était intéressant parce qu'effectivement on voit que du côté des fournisseurs ou des centrales d'achat comme l'UGAP, parce que c'est toujours un petit peu compliqué, mais c'est en même temps un fournisseur des entités publiques, il y a quand même un gros travail qui est fait justement pour aider les acheteurs publics à respecter ces critères sociaux, ces composantes sociales, ces composantes environnementales. On voit qu'il y a c'est quand même beaucoup lié au sourcing, à la recherche, à la technologie, parfois à l'inventivité, à des partenariats. C'est pour ça que quand on en a parlé, j'ai dit citez-le parce que je trouvais que c'était intéressant d'utiliser finalement les locaux de la RATP vides la journée pour finalement avoir des points centraux qui partent ensuite en cargo bike peut-être, etc. Donc, vous voyez, les fournisseurs font des recherches et je réinsiste là-dessus parce que finalement, au-delà de tracer, définir sa politique achat, etc. Ce qui est très important, c'est aussi ce contact nécessaire en amont
avec les fournisseurs via les phases de sourcing, de rencontres, de dialogue. Et puis, toute cette aide qui peut vous être apportée par les différents pouvoirs publics, hein, comme Louise a cité. Donc, il n'y a plus qu'à. Je vais passer à la conclusion qui ne va pas durer longtemps, parce que dans 3 minutes, nous sommes tous de retour sur le pot. Donc, si vous voulez poser des questions complémentaires, je pense que Louise, Stéphane, Xavier et Claire vont rester quelques minutes et donc vous pourrez effectivement échanger avec eux sur le pot. Alors je vais juste chercher, j'en ai terminé hein, parce que depuis ce matin, ça commence à faire long. Non, vous restez parce que j'en ai vraiment pour 2 secondes.